Les éditions Alexandre Stanquet vous présentent « Les hasards n'existent pas ». Texte et narration, Alain Stanquet. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous que l'on ne sait pas lire. Jérôme Touzelin. Dieu doit rire quand il nous entend parler du hasard. Paul Goethe. C'est Voltaire qui le premier a semé le doute dans mon esprit. Il était catégorique. Pour lui, il n'y avait pas de hasard. Pour moi qui n'arrivais déjà pas à distinguer la différence entre le hasard, la chance, la fatalité, le sort et le concours de circonstances, la proclamation de l'écrivain avait de quoi me surprendre. Pour compliquer le tout, Jung est arrivé alors avec son étude sur le principe de relation causale, qu'il a appelé la synchronicité. Ce que j'en ai finalement déduit, c'est que toute coïncidence était productrice de sens. Les événements synchroniques, les phénomènes inaccoutumés ou accidentels qui surviennent dans notre vie seraient vraisemblablement tous significatifs. Le malheur, c'est que la plupart des gens qui sont témoins des présages, qui leur sont envoyés par on ne sait qui, sont incapables de les décrypter et d'en saisir la portée. Il existe partout et toujours de façon inconsciente une disposition à vivre un miracle, disait Carl Jung. Et de fait, les belles histoires qui existent sont tellement inattendues, improbables, extraordinaires, qu'elles semblent avoir été ourdies par le destin. Une des particularités de l'avenir, c'est d'être toujours inattendu, et une de ses qualités, c'est d'être perpétuellement surprenant. La moindre chose qui se forme au monde est toujours le produit d'une formidable coïncidence, disait Teilhard de Chardin. Le psychothérapeute Robert Hopke, auteur du livre « Il n'y a pas de hasard », a beaucoup étudié les événements fortuits, les concours de circonstances inattendues et les événements inexplicables. Il s'est longuement penché sur le caractère de ce qui nous arrive de manière non délibérée. Les phénomènes synchroniques attirent notre attention, écrit-il, sur le fait que la vie est bel et bien une histoire avec une structure, un scénario qui nous échappe sur le moment, mais dont nous prenons conscience à la faveur d'une conjonction entre événements extérieurs et dispositions intérieures, conjonction telle qu'on n'en trouve que dans les romans. Or, comme dans les œuvres de fiction, les événements synchroniques ont un impact significatif. Ils nous amènent à nous percevoir différemment, à élargir la vision que nous avons de notre propre existence, ou à mieux nous comprendre nous-mêmes ainsi que les autres, et le monde dans son ensemble. Les hasards, c'est prouvé, arrivent par surprise, sans raison apparente ou explicable. Le principe de ces découvertes qu'on appelle chanceuses peut laisser perplexe. Mais il faut quand même avouer que le concept est loin d'être farfelu puisque de nombreuses découvertes scientifiques ont été faites par pur hasard. C'est le cas notamment pour le velcro, la pénicilline et le four à micro-ondes. Le hasard serait-il alors une question de probabilité ? C'est ce que soutient la sérendipité ou l'heureux hasard. Le général Douglas MacArthur, qui a remporté certaines victoires de justesse, était un adepte de cette philosophie. Il était convaincu que la chance est la faculté de saisir les bonnes occasions. Selon lui, il n'a fait que saisir cette chance qui se présentait à lui parmi le hasard des événements. Par ailleurs, il n'est pas rare que l'on parle de synchronicité dans le domaine du travail ou dans celui du troublant domaine amoureux. Selon le psychothérapeute David Richaud, auteur du Pouvoir des coïncidences, chaque relation amoureuse cache de la sérendipité ou ce qu'on pourrait appeler aussi la synchronicité. C'est la raison pour laquelle nous avons une tendance innée de rencontrer des gens qui nous apprennent ce que nous avons besoin de savoir sur la vie, sur l'amour et sur nous-mêmes. Le hasard, broyeur des pendules et des destinées, est aussi un grand champion du cyclisme. Et j'en veux pour preuve son ingérence dans la vie de Marshall McLuhan, le célèbre théoricien de la communication. Lui, il avait prédit un jour la mort du livre pour 1980.
Le livre vit toujours. Quant à McLuhan, il est décédé. Quand ? Il n'y a pas trop longtemps, en décembre 1980. Et que dire de cette coïncidence, souvent citée par les gens, selon laquelle une personne à laquelle on pensait nous appelle justement à ce moment-là. Certes, à première vue, cela tiendrait du hasard. Mais après mûre réflexion, sait-on combien d'autres, auxquels on n'a pas pensé, auraient pu nous appeler ? Ceux pour qui le hasard n'existe pas affirment que c'est la seule attitude logique qu'il faut adopter lorsqu'on veut reprendre le contrôle de sa vie. Quiconque repense à son passé constate que l'imprévu y occupe une part considérable. Paul Valéry disait « Il n'y a rien de plus naturel que le hasard, ni de plus constant que l'imprévu. » Et pour sa part, Shakespeare a remarqué que l'imprévu arrive toujours. Tout au long de ma vie, comme tout le monde, je n'ai pas cessé d'être ébloui par ces mystérieux événements ponctuels qui semblaient avoir été manigancés par d'étranges forces occultes. Il faut croire que ces incidents inattendus étaient de fait bien attendus. Mais comment expliquer alors le hasard qui est survenu en Angleterre lors du décès de Winston Churchill ? Le phénomène s'est produit le 24 janvier 1965, soit très précisément 70 ans, jour pour jour, heure pour heure, après la mort de son père, le Lord Randolph Henry Spencer Churchill. Pour illustrer ce mystère des hasards, les synchronicités ou les coïncidences, voici donc quelques événements qui continuent à me laisser songeur. Première rencontre avec le hasard. On parle souvent d'étonnantes coïncidences. On oublie de dire que la plupart sont peut-être mortelles. Jacques Sternberg. Ma toute première rencontre avec le hasard remonte à mes 7 ans, au moment où les soviets qui occupaient la Lituanie ont entrepris la déportation de tous les intellectuels du pays en Sibérie. Médecins, avocats, notaires, ingénieurs, et même les philatélistes, parce qu'ils avaient des relations avec l'étranger, étaient leurs premières victimes. Ayant sillonné le monde, participé à de nombreuses conférences internationales et dirigé la radio nationale, mon père se trouvait forcément en tête de cette funeste liste. Notre déportation était donc inéluctable. Nous nous attendions d'un jour à l'autre à ce qu'un camion militaire vienne nous chercher. Je me souviens avoir vu ma mère pleurer. Je me souviens aussi avoir entendu mon père nous dire « C'est fini les enfants, nous serons déportés en Sibérie ». Il donnait la nouvelle d'un trafiquant du marché noir bien informé qui a accepté de montrer la liste secrète à mon père en échange d'une montre bracelet en or. Résignés, nous attendons donc l'arrivée imminente de notre camion. Toujours prévoyante, ma tante Loudounien, qui vivait avec nous dans notre souricière, avait placé nos chaussures bien en ordre, côte à côte, près de la porte d'entrée principale. 2 jours et 2 nuits se sont passés dans l'inexorable attente, puis soudain, le 19 juin, au beau milieu de la nuit, terrorisée, la tante qui montait la garde à l'avant de l'appartement est venue nous réveiller. « Levez-vous, mes chers, dit-elle d'une voix voilée par la terreur. Le camion est là. Allez vous préparer vite. » J'ai couru à la fenêtre. Le camion était bien là, garé juste devant notre maison. Il n'y avait plus de doute. Notre tour était bel et bien arrivé. J'ai enfilé mes chaussures et j'ai pris mon tricot. 2 soldats armés sont sortis du camion. L'un d'eux tenait un long papier dans sa main. L'ordre d'épuration, sans doute. L'autre l'éclairait de sa lampe de poche. Un mince rayon lumineux a balayé le mur de notre maison pour s'immobiliser sur le numéro civique suspendu à la hauteur de notre fenêtre. Le soldat qui portait la liste d'exécution a secoué la tête. Il y avait une erreur. Ils sont remontés dans le véhicule pour le reculer de quelques mètres et le garer devant la maison de nos voisins. Et là, au bout d'un moment, on a vu le père, la mère et leurs 2 enfants quitter la maison et monter dans le camion. Quelques jours plus tard, après le départ des bolcheviks, chassés par les Allemands, on a retrouvé par hasard la sordide des listes et constaté que c'était bien notre adresse qui y avait été inscrite et non
celle de nos voisins. Beaucoup de soldats soviétiques ne savaient pas lire, mais ils savaient compter. Les voisins étaient 4, comme nous. Les soldats avaient leur compte. Le hasard a décidé de les envoyer en Sibérie à notre place. Pourquoi ? Paul Gut dit, lui, que le plus beau don du hasard, c'est la preuve qu'il nous préfère. L'avion de la mort. Rien n'est réel, sauf le hasard. Paul Auster. En France, le docteur Claude Achaviol s'est beaucoup intéressé au mystère des synchronicités. En juin 2009, le médecin avait projeté de se rendre en compagnie de sa femme à Rio de Janeiro. Hélas, à son grand désarroi, l'avion était complet. Malgré son insistance et les efforts de l'hôtesse, le couple n'a pas réussi à trouver de place. L'avion à bord duquel ils auraient tellement aimé se trouver s'est abîmé en mer. La Providence les a protégés. Comme au cinéma. La vie est sœur du cinéma. Stephen King. Mon amie Violetta Podolskaitė est une grande comédienne du cinéma et de la télévision lituanienne. À l'âge de 30 ans, Violetta a appris que son père biologique, qu'elle n'avait jamais rencontré, était un éminent médecin. Par la même occasion, elle a aussi appris que 10 ans après sa naissance, son père avait eu un fils. Violetta avait donc un demi-frère. Elle a senti aussitôt l'urgence de rencontrer en premier, non pas son père, mais son demi-frère. Après une petite enquête, elle a appris que celui-ci étudiait à la faculté de médecine à l'université de Vilnius. Connaissant son nom, elle aurait très bien pu se rendre directement à l'université afin de le rencontrer facilement à la sortie des cours. Mais dans un premier temps, elle préféra passer un moment sur le banc d'un parc voisin de l'université, histoire d'apprivoiser les lieux avant les retrouvailles. Violetta ignorait si son demi-frère connaissait son existence, et quelques moments passés dans le recueillement à son poste d'observation pourraient, croyait-elle, l'inspirer sur la manière dont elle devrait s'y prendre pour accoster délicatement le demi-frère inconnu. Craignant de se sentir seule et maladroite, Violetta pria une de ses copines de l'accompagner dans ses vigies. Arrivée à proximité de la faculté de médecine, pour mieux observer les allées et venues des étudiants, les deux amis s'assoient donc sur un banc public. Au bout de quelques minutes de surveillance, 2 jeunes gens viennent s'installer sur le banc pour leur faire la causette. L'insistance des 2 dragueurs irrite les 2 amis qui élèvent la voix pour les faire déguerpir. Les jeunes gens n'insistent pas et quittent poliment les lieux. Une dizaine de minutes après que le charmeur soit parti, l'ami de Violetta décide de rentrer à la maison. Alors Violetta se lève, fait quelques pas avec elle, puis décide de retourner à son banc pour continuer à méditer seule avant la grande rencontre qu'elle projetait faire le lendemain. Au bout d'un instant, elle a la surprise de voir l'un des 2 dragueurs venir rôder à nouveau près d'elle. Mais cette fois, le jeune homme se montre si insistant et si spirituel qu'elle finit par l'autoriser à s'asseoir à ses côtés. Leur bavardage dure une bonne trentaine de minutes jusqu'au moment où le jeune inconnu se lance dans une déclaration inattendue qui stupéfait Violetta. Il lui dit d'une voix émue « J'ai l'impression de te connaître depuis très très longtemps. Je te trouve réellement sympathique. Je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas si j'ai le droit de te demander ça, mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de le faire. J'ai absolument besoin de te revoir. C'est vital. Je voudrais que dorénavant, tu fasses partie de ma vie. Maintenant que tu es entré par hasard, je voulais qu'on ne se quitte jamais. » Violetta trouva l'étrange déclaration plutôt émouvante et pour le moins inattendue. Afin d'éviter tout malentendu, elle lui confia qu'elle était mariée et mère de 2 enfants. Le jeune homme ne parut nullement interloqué. « Non, non, lui dit-il, ce que je ressens n'a rien à voir avec ce que vous pourriez penser. Je sens tout simplement que nous sommes à la naissance d'une belle et grande amitié, une amitié que je voudrais durable, solide, une amitié comme il s'en voit rarement. Je sens que les astres sont bien alignés pour que ça fonctionne. »
Et sur ces mots, il lui déclina son prénom, son nom de famille et celui de son père, un éminent médecin qui était aussi le père de Violetta. Le jeune homme était le demi-frère qu'elle recherchait. Puisque tu meurs, je meurs aussi. Le hasard nous ressemble. Georges Bernanos. À l'automne de sa vie, ma mère avait adopté un petit compagnon, un joli petit caniche blanc, à qui elle avait donné le nom de Joujou. À 93 ans, comme l'état physique de ma mère se dégradait, nous avons dû la placer dans un établissement pour personnes âgées privées d'autonomie. Malheureusement, il n'était pas question que son adorable Joujou la suive dans sa nouvelle demeure. La séparation d'avec son petit compagnon fut, on s'en doute, très douloureuse. Avec le temps, elle finit par oublier son petit chien, qu'Anne Richer, une de mes bonnes amies journalistes à la presse, adopta pour la plus grande joie de ses petits-enfants. Lorsqu'elle eut atteint ses 95 ans, un mois de novembre, ma vieille mère s'est étrangement souvenue de son Joujou avec beaucoup d'acuité. Elle s'est mise à en parler quotidiennement avec nostalgie et passion jusqu'au 1er décembre, jour où elle s'est finalement éteinte. Le même jour, et très précisément à la même heure, à l'autre extrémité de la ville, Joujou mourait lui aussi. Concours de circonstances, synchronicité, hasard, ça sera ce que ça voudra, mais ça laisse quand même drôlement perplexe. Premier et dernier amour. La belle histoire qui suit est arrivée à mon bon ami Jean Cournoyer, un homme qui a été bien populaire dans son temps à cause des multiples métiers dans lesquels il excellait. Jean était avocat, ministre, animateur de radio et auteur. Il accomplit ses 4 fonctions avec compétence, droiture et générosité. Il a consacré beaucoup de son énergie, qui est gargantuesque, aux recherches des noms propres du Québec, dont il tira 2 remarquables best-sellers, Le Petit Jean, dictionnaire des noms propres du Québec, et La Mémoire du Québec. Après 40 ans de bonheur avec sa femme Michel, qui lui donna 3 enfants, Jean devint veuf. La mort de son épouse, emportée par le cancer, laissa l'homme face à lui-même. Puis un jour, le veuf se réveilla vers 4 heures du matin avec une pensée obsédante en tête et un prénom, celui d'Hélène. Comme le disait Éric Orsena, l'absence de femme est un luxe qu'on peut se permettre seulement durant sa jeunesse. Cette pensée lui suggéra de s'engager dans une nouvelle relation. Il ne savait d'ailleurs toujours pas comment le prénom d'Hélène lui vint en tête. Tout ce dont il se souvint, c'est d'avoir rencontré un jour, alors qu'il était étudiant au séminaire de Saint-Hyacinthe, une jeune fille qui s'appelait Hélène. À 15 ans, raconte-t-il, j'ai eu l'occasion d'accompagner Hélène à 2 reprises à des soirées platoniques. Par la suite, je suis retourné bien sagement au séminaire pour poursuivre mes études. À l'époque, tout me destinait à la prêtrise, mais j'ai fini par aboutir en droit. J'ai rencontré ma femme à l'Université de Montréal. Pas une seule fois je n'ai revu Hélène, et sa pensée ne m'a jamais habité. Pourtant, 43 ans plus tard, comme par magie, c'est à elle que j'ai pensé ce matin-là. Le visage de la jeune fille de 15 ans a commencé à se dessiner de plus en plus précisément dans ma pensée et à hanter mon esprit. Jean décida donc de partir à la recherche de l'énigmatique Hélène, dont le nom s'était imposé à lui avec une force mystérieuse. Une démarche chimérique qu'il imaginait parfaitement futile, car se disait-il, elle est sûrement mariée, heureuse et vit à 100 lieues de Montréal. Le fait que son imagination lui rappelait aussi clairement le visage de la jeune fille devait sûrement tenir d'un obscur signe du destin. En fouillant dans ses souvenirs, Jean se rappela soudain que le frère d'Hélène était juge. Il se mit donc en frais de téléphoner au magistrat à la cour supérieure. La secrétaire du magistrat informa Jean que ce dernier était en vacances, mais que, dès son retour, elle lui ferait part de son appel. L'attente fut de courte durée. Le juge le rappela le même jour.
Vous allez sans doute être étonné par mon appel, lui dit Jean respectueusement. Je cherche votre sœur Hélène. Je me demande ce qu'elle est devenue. Le juge n'exprima aucune surprise. T'es chanceux, Jean, elle demeure à Montréal et elle vit seule. Je peux te donner son numéro de téléphone, ça va sûrement lui faire plaisir de te revoir. Le destin venait de faire un autre clin d'œil à Jean qui décida aussitôt de contacter son Hélène au téléphone. « Bonjour Hélène, je m'appelle Jean Cournoyer. »« Tu peux me tutoyer, tu sais, répondit Hélène. »« J'aimerais bien vous revoir. »« Je te répète que tu peux me dire tu, dit Hélène. » Troisième signe du destin. Sentant que... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.